Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo un peu particulière aujourd'hui, puisqu'elle aborde le thème de Jeffrey Dahmer, le cannibale de Milwaukee. Une histoire sordide, diabolique, mais qui présente tout de même, selon moi, un certain intérêt. J'ai visionné la série ainsi que le documentaire sur Jeffrey Dahmer, tous deux diffusés actuellement sur une plateforme streaming à grand succès. Je ne suis pas un très grand cinéphile, ni même un sérivore, mais cette série a tout de même attiré mon attention. Déjà parce que c'est une histoire vraie, et plutôt hors du commun, où l'horreur atteint des degrés inimaginables, et où le personnage, l'auteur de ces atrocités qu'on imagine quand on entend ce qu'il a fait être une bête féroce, sanguinaire et déchaînée, est en réalité en apparence un triste personnage, plutôt calme, résigné, de marbre, presque stoïcien, tellement rien ne semble l'atteindre, rien ne semble l'émouvoir. Je ne vais évidemment pas spécialement conseiller à tout un chacun de visionner la série, parce que c'est une histoire véritablement sordide au plus haut degré, donc âme sensible s'abstenir. J'ai trouvé personnellement le documentaire plus intéressant que la série. En tout cas, je les ai trouvés complémentaires. Ce qui a attiré mon intérêt et ma curiosité dans une telle histoire, c'est de savoir ce qui peut pousser un être humain, du moins un être humain en apparence, à commettre ces atrocités. Je vais donc livrer mon analyse toute personnelle sur cette horrible histoire et sur ce troublant personnage. Analyse qui pourrait s'appliquer, selon moi, à bien d'autres criminels du genre. Évidemment, je ne suis pas criminologue ni psychiatre, il ne s'agit ici, vous l'aurez bien compris, que de mon simple point de vue. Il convient avant tout de résumer brièvement les faits qu'il a commis. Dahmer est un tueur en série un peu particulier, qui atteint les abîmes, les profondeurs de l'horreur. Son mode opératoire consiste à séduire, à droguer, à violer, à découper ses victimes, mais il ne s'arrête pas là, puisqu'il finit par les manger, au moins en partie, et conserve ensuite précieusement certains morceaux tel un collectionneur. Il range ensuite soigneusement ses trophées dans son musée des horreurs. Dahmer réalise son œuvre macabre chez lui, tranquillement, comme quelqu'un qui bricole chez soi ou qui fait la cuisine. Il s'occupe, après avoir tué ces pauvres êtres, de les démembrer, de les éviscérer, de les cuisiner, de conserver les parties qui l'intéressent et de dissoudre à l'acide celles qu'il souhaite faire disparaître. Et tout cela sur son lieu de vie. Il cohabite au quotidien avec les restes de cadavres, avec les souillures et les odeurs qui vont avec. J'en ai peut-être déjà dit assez et vous évite de plus amples détails des plus sordides, qui dépassent véritablement l'entendement. Alors la question que tout le monde se pose naturellement, c'est comment en est-il arrivé à ce degré de monstruosité ? Qu'est-ce qui fait qu'un homme, aussi taré soit-il, en vient à être le support de telles influences infernales ? En formulant la question de cette manière, c'est déjà y répondre en partie. Est-il né monstre ou l'est-il devenu ? Était-il simplement fou, irresponsable de ses actes ? Eh bien cela personne ne le sait réellement. Les experts eux-mêmes ne sont pas d'accord. Lors de son procès, la question ayant agité les débats avant le verdict était de savoir si Dahmer était fou au moment de ses actes ou s'il était tout simplement diabolique. Voyons un peu son histoire personnelle dans laquelle on peut évidemment trouver quelques premiers éléments de réponse. Jeffrey Dahmer naît le 21 mai 1960 à Milwaukee dans le Wisconsin. Son père est chimiste. Sa mère connaît des phases dépressives et se gave de cocktails d'antidépresseurs et de neuroleptiques pendant sa grossesse. Jeffrey Dahmer grandit dans une famille dont les parents entretiennent des relations plutôt conflictuelles. Le père est très souvent absent et la mère est décrite comme quelqu'un ayant des troubles psychiques et se désintéressant de son enfant. Jeffrey Dahmer souffrait enfant d'un fort sentiment de solitude, pour ne pas dire d'abandon. Il déclarera d'ailleurs dans ses confidences aux divers psychiatres qui l'interrogeront ne pas savoir ce qu'est véritablement un lien familial. Le jeune garçon n'a que très peu de relations sociales, il n'a pas de copains, il se conduit de façon étrange et est moqué par ses camarades.
il souffre sans doute de troubles du spectre autistique. Entre l'âge de 10 et 15 ans, il est fasciné et passe la majeure partie de son temps à sillonner la forêt voisine à la recherche d'animaux morts, animaux qu'il va éviscérer et disséquer chez lui. À cet âge, il se familiarise avec la mort, avec les entrailles et découpe des têtes de chiens qu'il place sur des piquets. Son père va l'encourager dans cette passion morbide, soulagé que son fils s'intéresse enfin à quelque chose, passion qu'il voit comme de la taxidermie, de l'empaillage d'animaux. C'est d'ailleurs son père qui lui enseigne d'abord l'art de conserver ces quelques écureuils morts ramassés sur le bord de la route pour leur donner l'apparence de la vie. Il ne soupçonne pas alors chez son fils, preuve d'un manque d'attention, cet attrait malsain pour la mort et pour la dissection des corps. À la puberté, Jeffrey Dahmer découvre son homosexualité, qu'il cache soigneusement dans une société pseudo-puritaine, protestante américaine des 70s. Jeffrey Dahmer commence à boire à son adolescence et devient très rapidement alcoolique. Ses parents finissent par se séparer, laissant leur fils bientôt majeur, livré à lui-même et à ses pulsions perverses qui ne cesseront de grandir. Voilà brièvement l'histoire tourmentée de sa jeunesse jusqu'à la majorité. S'il est vrai que les personnes rencontrant des troubles importants dans leur vie d'adulte sont très largement des personnes ayant eu une enfance chaotique, tous les enfants malheureux, isolés, avec un sentiment d'abandon, tous ceux soumis à de fortes dépendances aux drogues ou à l'alcool, tous ceux qui rencontrent des troubles psychiques importants, ne deviennent pas des tueurs en série, cannibales pour autant. Revenons maintenant un peu plus précisément dans la chronologie des meurtres qu'il a pu commettre. Nous sommes en 1978. Jeffrey Dahmer a 18 ans. Il passe l'été seul chez lui. Ses parents séparés sont tous deux partis sans se retourner. Il se sent alors abandonné, résigné. L'alcool est consommé sans modération. Il n'a plus de cadre, plus aucune motivation, ni de perspective. Plus goût à rien, il se laisse littéralement aller. Un lâcher-prise mais inversé, puisqu'il laisse la place totale aux influences basses, aux instincts, aux tendances latentes subconscientes insatiables, qui ont alors tout loisir de s'exprimer. Chez Jeffrey Dahmer, la porte des enfers est désormais grande ouverte. Les troubles autistiques faisant qu'il se sent isolé, frustré, car incapable d'interagir avec ses semblables, les traumatismes, les souffrances intériorisées liées à l'abandon et à l'exclusion, et surtout les passions morbides et perverses qu'il a pu développer en réponse à son mal-être, ont chez lui depuis longtemps fissuré la muraille protectrice de son âme, et les influences les plus maléfiques ont tout loisir d'assaillir et de se manifester à travers ce jeune garçon perdu, absent à lui-même. Et la nature ayant horreur du vide finit toujours par combler ce vide parce que l'âme est disposée à laisser entrer. C'est cet été de 1978 que Jeffrey Dahmer va commettre son premier meurtre. Un autostoppeur qu'il fait monter dans sa voiture en lui promettant de l'emmener à destination, à condition qu'il accepte de faire escale chez lui pour boire quelques bières. L'invité accepte, et lorsqu'il souhaite s'en aller, sentant que Dahmer lui avait menti, Jeffrey se remplit spontanément de frustration, de colère, sa blessure profonde, son sentiment d'abandon, son incapacité à entretenir un lien social, font jaillir en lui une pulsion infernale d'une extrême violence et meurtrière. Il assène alors impulsivement un coup fatal avec une haltère de musculation à la tête de son invité, qu'il voyait mi-amant, mi-ami. Après son acte pulsionnel, instinctif, infra-animal, Jeffrey Dahmer est sous le choc. Il ne comprend pas ce qui s'est passé. Il le regrette. Il ne saisit pas pourquoi ni comment cela a pu se produire. Son invité gît là sur le sol sans vie. Dahmer ne voulait pas le tuer. Il agit sous le coup d'une émotion, d'une pulsion, trop rapide, trop forte pour qu'il puisse la contenir. Un peu comme lorsqu'on profère des noms d'oiseaux sous l'emprise de la colère et que l'on regrette une fois revenu à nous-mêmes.
Qui n'a jamais insulté la grand-mère de l'automobiliste devant lui parce qu'il roulait à 30 au lieu de 50 ? Sauf que pour Dahmer, il ne s'agit pas de noms d'oiseaux proférés, mais bien d'actes de barbarie. Il s'agit chez lui de pulsions meurtrières. La porte de son âme étant laissée grande ouverte sur l'inférieur, les influences infernales s'y sont engouffrées lorsque Dahmer a été puisé dans ses blessures profondes. Ce qu'il y avait de plus obscur au fond de lui, à l'état latent, s'est alors naturellement exprimé à travers lui. Après avoir repris ses idées, Dahmer fera disparaître le corps de son invité, avec un peu de panique tout de même, comme il en a eu l'habitude en disséquant les animaux dans son enfance. Après cet épisode, Jeffrey Dahmer ne commettra plus de meurtre pendant 9 ans. Pendant cet intervalle, on apprend tout de même, par une amie ou plutôt par une connaissance nommée Giger, dans un témoignage qu'elle donne au Times Daily en 91, que Dahmer pratique les séances de spiritisme en invoquant Lucifer et qu'il déclarait lui-même que la maison était hantée par un fantôme maléfique qui lui disait parfois de faire des choses qui lui font peur. Selon ce témoin, cette scène se passe à l'époque de son premier meurtre. On comprend sans peine alors, avec de telles invitations faites par Dahmer aux forces psychiques subconscientes, que les fissures de son âme n'ont fait que s'agrandir et que ces forces avec lesquelles il jouait mais qu'il ne maîtrisait pas n'ont cessé de s'engouffrer et de chercher à s'actualiser par des actes de conscience. Entre-temps, Dahmer a commencé à fréquenter les bars gays de sa ville. Il prend désormais l'habitude de droguer ses proies pour les violer sans toutefois jamais les tuer. Mais cette nuit de novembre 1987, soit 9 ans après le premier meurtre, l'horreur va à nouveau monter d'un cran et se manifester à travers lui. Dans une chambre d'hôtel sous l'effet amplificateur de la drogue et de l'alcool, Dahmer va tuer sa victime sans s'en rendre compte vraiment. C'est au petit matin qu'il prendra conscience de son meurtre, sans aucun souvenir de celui-ci. Une nouvelle fois sous le choc, ébranlé par le corps inanimé de sa victime. Paniqué, il finira par sortir s'acheter une grosse valise, puis revenir à l'hôtel pour y découper le corps et finalement sortir tranquillement avec son pactage sordide. C'est une nouvelle fois sous l'emprise d'une pulsion venue des tréfonds du monde infrapsychique que Dahmer agira, la bouche des enfers étant de plus en plus ouverte. Les influences maléfiques ont sans doute, en quelque sorte, fini par prendre possession de lui. Il est devenu le jouet, l'instrument de ces forces qu'on peut qualifier de démoniaques. À ce moment-là, Jeffrey Dahmer bascule définitivement dans l'horreur absolue, si toutefois il n'y était pas déjà. Ce nouveau meurtre va, selon ses propres dires, déclencher quelque chose en lui. Il va à nouveau et définitivement lâcher prise vers les bas-fonds. Il n'opposera désormais plus aucune résistance à ces forces de l'inframonde. Il les laissera œuvrer en lui, se résignant à penser, de manière un peu psychanalytique, que c'était finalement sa nature et que c'est ainsi qu'il était fait. Il concédera dans le documentaire expliquant ses actes, je cite, « Je me suis dit à ce moment-là que j'étais peut-être fait pour servir le diable et pas Dieu. » Il dira également qu'il avait à gérer des pulsions qu'il ne maîtrisait pas. Et ces pulsions non maîtrisées, il les actualisera 15 fois supplémentaires entre 1988 et 1991, en finissant sa course effrénée au rythme d'un meurtre par semaine. On apprend également par Stéphane Bourgoin dans son livre noir des serial killers que Jeffrey Dahmer a été influencé par la Bible satanique du célèbre Sven Anton LaVey et par le non moins célèbre Aleister Crowley. C'est sous l'influence de la lecture de ce dernier que Dahmer se construit littéralement un temple avec les crânes, squelettes et organes de ses victimes dans le but d'acquérir des pouvoirs surnaturels. Le médecin légiste qui intervient lors de son arrestation, pourtant habitué aux scènes de crime, n'avait jamais vu quelque chose de semblable. Je cite, « Les médecins légistes ont l'habitude de voir des traumas, mais là c'est quelque chose de différent. J'ai fini par croire que c'est un moment
où j'ai véritablement rencontré le mal. Je ne peux pas le décrire, mais c'est un sentiment de dépravation humaine. Au fur et à mesure qu'on ouvrait les tiroirs et les boîtes, j'avais le sentiment de ne pas analyser une scène de crime, mais plutôt de démonter le musée Dahmer. Il était évident qu'on avait collecté certaines parties des corps des victimes. Fin de citation. Un des psychiatres l'ayant interrogé dira, je cite, « Le cannibalisme est arrivé lorsque Dahmer a abandonné l'idée de combattre son envie de tuer. Il buvait du sang en pensant que ça allait le connecter aux personnes qu'il consommait. Il pensait qu'en ingérant ses âmes, elles vivraient encore à travers lui. » Fin de citation. Tracy Edwards, la dernière victime, celle qui a réussi à s'échapper et qui a permis son arrestation, témoignera que Jeffrey Dahmer l'a forcé à regarder le film L'Exorciste 3 sous la menace d'un couteau et qu'il entrait dans un état d'exaltation, d'excitation au moment où le prêtre se faisait posséder. Il scandait à ce moment-là quelque chose à voix basse, des sortes d'incantations avant d'informer sa victime qu'il allait la tuer et la manger. Il était également sexuellement excité de voir l'intérieur du corps. Dans le documentaire, Dahmer évoque des influences qui le poussaient à faire cela, des pulsions incontrôlables, des pulsions sexuelles déviées. Le psychologue lui demande « Pouvez-vous me dire ce qui a causé cette volonté de les tuer ?» Il répond « La force sous-jacente était évidemment une pulsion sexuelle déformée, la solitude et l'impossibilité de trouver quelque chose qui apporte bonheur, paix ou épanouissement. L'énergie sexuelle est si puissante que lorsqu'elle est pervertie, crée des ouvertures vers le bas. » Jeffrey Dahmer prenait également ses victimes en photo. Il les menaçait avec un couteau et prenait un malin plaisir à avoir une emprise sur elles. Dans plusieurs de ses atrocités, dont une sur un mineur, il cherchait à littéralement zombifier ses proies. Et pour le coup, je vous passe vraiment les détails. Les zombifier pour en faire ces choses, des esclaves sexuels sans volonté, sans conscience, tout comme ces forces subconscientes, insatiables, qui avaient réussi à faire de lui leur instrument. Il est décrit par les différents intervenants dans le documentaire comme quelqu'un n'ayant aucune émotionnalité, incapable de s'attacher aux autres. Le tout premier psychiatre à l'avoir eu en entretien lors de sa première incarcération pour agression sexuelle dira, je cite, « Son modèle de personnalité était celui d'un individu qui utilise les autres, les voit comme des objets et n'éprouve aucune empathie. » Fin de citation. Alors, était-il fou, inconscient de ses actes ou diabolique ? C'est, je le rappelle, la question qui se pose au moment du verdict lors de son procès. À ce stade, je pense que la question, elle est vite répondue, comme dirait l'autre. Un des psychiatres assurant sa défense, qui témoigne dans le reportage, déclarera tout de même, je cite, « Je crois qu'il avait une maladie mentale, la nécrophilie, une condition psychiatrique très rare et potentiellement dangereuse. C'est un être humain avec un trouble psychiatrique horrible, qui lutte très dur pour ne pas laisser ce trouble l'amener à blesser les autres, et évidemment, il a perdu ce combat. » Fin de citation. Alors était-il malade? Était-il fou? Certainement, on ne tue pas 17 personnes en se faisant un steak d'organes et en gardant des têtes dans son frigo, sans être profondément atteint. Mais hormis peut-être les premiers meurtres qu'il ne souhaitait pas forcément, tous les homicides suivants ont été réalisés consciemment, par pur désir d'assouvir ses pulsions les plus abjectes. Force est de constater que Dahmer préméditait ses actes. Il orchestrait soigneusement son œuvre. Il préparait sa drogue, flairait ses proies, les emmenait chez lui, les droguait avant de les menotter. Son mode opératoire était parfaitement rodé. Dahmer avait conscience que ce qu'il faisait était mal, mais c'était devenu plus fort que lui. Les forces qui l'habitaient étaient devenues trop puissantes pour lui. Ce que le psychiatre appelle maladie mentale est, selon mon point de vue, plutôt une forme aggravée de possession par des forces qu'on peut qualifier de démoniaques qui se sont installées progressivement jusqu'à devenir incontrôlables.
Et évidemment, avec une telle ouverture, ce sont forcément les influences les plus inférieures, les plus démoniaques, qui se sont manifestées. C'est donc l'histoire d'un homme qui est probablement né avec certaines tares. En tout cas, ce qui est largement suggéré dans son histoire, c'est que les lourdes substances médicamenteuses que prenait sa mère durant sa grossesse auraient pu influer sur son développement. Peut-être également a-t-il hérité de résidus psychiques de son père qui confiera dans la série comprendre son fils, parce qu'il avait eu plus jeune les mêmes envies de tuer, des pulsions qu'il avait quant à lui réussi à maîtriser. Quoi qu'il en soit, Jeffrey Dahmer grandit refermé sur lui-même. Il ne développe que très peu de capacité d'interaction. Il n'a pas appris à considérer l'autre, il ne développe pas d'empathie ni de compassion. Isolé, abandonné à lui-même, il va se réfugier dans une passion d'une extrême perversité, surtout pour un enfant de son âge. Jouer avec des corps inanimés, triturer des viscères, se fasciner pour ce qui rebute naturellement n'importe quel enfant de cet âge, est le déclencheur, selon moi, de cette ouverture vers l'infrahumain. Dans une période où l'enfant se construit psychiquement, prend conscience du monde qui l'entoure et étant plein de vie, Jeffrey Dahmer, lui, s'est fermé comme une huître et s'est fasciné pour la mort, ou plutôt pour ce qui reste de matière lors de la mort. À défaut de s'ouvrir au monde et d'apprendre à se maîtriser pour vivre en société, Dahmer a développé des conduites addictives. Tourné vers lui-même, il n'a fait qu'écouter et chercher à assouvir ses pulsions, ses désirs les plus instinctifs. Plus tard, les séances de spiritisme ont dû faire de lui le réceptacle de forces les plus obscures. La consommation d'alcool et de somnifères à l'excès a certainement favorisé le lâcher-prise et l'arrêt du combat contre ces forces submergentes. Son histoire personnelle explique donc, selon moi, ces ouvertures profondes vers le bas, créant un terrain favorable à ce qui va suivre. Mais si Dahmer a effectivement été sous l'emprise de ces forces qu'il ne pouvait contrôler, il a également de son côté tout fait pour leur ouvrir les portes, toujours plus grandes, et laisser ses influences se propager. Les séances de spiritisme, les incantations, l'autel construit en hommage au diable dans sa chambre avec des crânes et des squelettes de ses victimes, les meurtres prémédités, le cannibalisme et j'en passe. Il a finalement sciemment choisi de laisser entrer ces forces ténébreuses et lorsqu'elles sont devenues trop puissantes, trop envahissantes, il s'est abandonné à elles et a choisi de les servir. Un lâcher-prise inversé dans l'assouvissement de ses désirs, c'était là son libre arbitre. Ainsi est faite la nature. Toutes les possibilités de manifestation, même les plus inférieures, doivent finir par se manifester, surtout en fin de cycle. Les forces subconscientes assaillent l'homme sans défense, comme les hyènes s'acharnent sur une proie isolée. L'homme moderne qui a oublié et néglige son lien avec son origine, et quand il les provoque, une proie de choix pour des forces qui ne soupçonnent pas. Les sociétés et les hommes des temps plus reculés étaient quant à eux protégés par leur pratique et par leur proximité avec le supérieur, avec le domaine sacré. Malheur à celui qui se fait le réceptacle et qui cède à ses forces inférieures. Le scandale doit arriver, mais comme le dit le Christ, malheur à celui par qui le scandale arrive. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.